Le 25 octobre 1994, Susan Smith apparaît pour la première fois à la télévision. Elle n'a que 23 ans. Elle est dévastée. Cette mère de famille, frêle, annonce à la population tout entière que ses deux enfants, Michael et Alexander, ont été enlevés. À côté d'elle, son mari, David Smith, est choqué, stoïque. Où sont les petits Smith? Michael a 3 ans et son frère Alexander 14 mois. Il faudra attendre 9 jours pour avoir la réponse à cette question. Cette histoire bouleversante finira mal, très mal. En novembre 2024, cette affaire refera parler d'elle. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne avec Malice. Aujourd'hui, on plonge dans une histoire peu banale, mais choquante. Cette histoire vraie emportera les foules vers des sentiments mitigés. Susan Smith est une femme hors du commun, et comme elle le crie tout haut, elle n'est pas un monstre. Elle aimait ses enfants. Et avant de commencer, avant de pénétrer dans cette histoire terrifiante, n'oubliez pas de vous abonner, de partager. Et si vous aimez cette histoire, likez. Le 25 octobre 1994, je ne sais pas ce que vous faisiez, mais dans la ville de Union, une petite ville de 10 000 habitants, Shirley McLaughlin appelle le 911. Susan Smith, tremblante, a sonné à sa porte. Et l'histoire qu'elle vient de lui raconter est abominable. Ses enfants ont été enlevés. Le premier à arriver sur les lieux, c'est le shérif de Union County, Howard Wells. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il appelle le FBI et le SLED. Il fait transporter Susan Smith au poste de police. Et là, elle raconte son histoire. Elle explique que ce jour-là, elle est sortie du travail vers 14 h. Elle est secrétaire. Elle était énervée. Son petit ami venait de la quitter. À ce moment-là, elle vit toujours avec son mari, mais ils sont séparés. Elle essaye de relaxer et à 15h30, comme d'habitude, elle part chercher ses enfants à la garderie, Michael et Alex. Sur le chemin du retour, elle a toujours en tête l'idée de cette rupture et elle décide de s'arrêter dans un bar. Elle prendra sa consommation sur le parking, près de la voiture où il y a ses enfants. À ce moment-là, elle parle avec un collègue. Ensuite, elle décide de revenir à son travail. Son petit ami y est. Et elle souhaite lui parler. Mais lui, il ne veut pas. Vers 18 h, elle rentre donc chez elle, une petite maison dans un coin tranquille, à l'extérieur de la ville. Elle explique qu'elle donne le bain à ses enfants et après elle leur prépare une pizza. Vers 19h30, elle essaye d'appeler au bar. Elle sait que son petit ami y est. Elle veut lui parler, mais il refuse la communication. Donc pour se changer les idées, elle prend ses 2 enfants, elle les met dans la voiture dans leur siège auto et elle décide de faire un tour en campagne, de se promener, pour se changer les idées. Elle fait un petit arrêt au Walmart pour acheter quelques courses et ensuite elle décide d'aller voir un ami, Mitch Sinclair, pour lui présenter ses enfants. Alors qu'elle roule sur la route 49, elle s'arrête à une intersection, à un feu. Elle attend pour tourner à droite. Un homme surgit. Il ouvre la portière côté passager. Il a une arme à la main. Il s'installe dans la voiture et lui dit de rouler. Ses 2 enfants se mettent à pleurer. Au bout de 10 minutes, il lui demande de stopper la voiture et il lui ordonne de descendre. Quand elle est dehors, il a toujours l'arme pointée vers elle et elle le supplie de lui laisser ses enfants, de ne pas partir avec. Mais il refuse. Alors elle se retourne vers eux et elle leur dit quelques mots. And I told him, I said, baby, I gotta go, but you're gonna be okay. And I told him I loved him. I hollered I loved him. Ensuite, la voiture part en trombe. Suzanne est seule au milieu de la route. Il fait nuit. Elle crie. Elle pleure. Elle décide de marcher au hasard jusqu'à une maison pour appeler la police. Très rapidement, le shérif Howard Wells informe la population de ce kidnapping lors d'une conférence de presse. Les policiers recherchent la Mazda couleur Bourgogne aussi de Suzanne. À ce moment-là, Suzanne est au poste de police et elle fait un portrait robot pour le publier aussi. David Smith aussi est avisé et il se rend au poste de police. Quand il découvre sa femme, il expliquera plus tard qu'elle est hystérique. Elle n'arrêtait pas de se jeter au sol et de pleurer, comme ça, à même le sol. Et le couple décide aussi de communiquer avec les médias. Ils expliquent la situation à laquelle ils font face et ils ont besoin de leur aide. Suzanne veut qu'on retrouve ses enfants. Elle ne peut pas vivre sans eux. Ils ont besoin de l'aide du public. Ils ont besoin qu'ils soient présents pour les recherches. Les policiers de Union County, aidés par l'armée et le SLED, cherchent partout, dans les airs avec des hélicoptères et aussi
autour des lacs. Ils fouillent même dans les lacs, à 10 mètres autour de la berge. Et dans ce coin, il y a énormément de lacs. Ils cherchent partout autour de cette ville. Ils déploient tous les moyens. Il y a des équipes canines, des chiens pisteurs, des volontaires à cheval, à pied. Tous cherchent dans les forêts. Tout le monde est impliqué. La communauté de Union County a peur pour ses enfants. Des centaines de rubans jaunes fleurissent dans la ville. C'est le symbole de ces enfants disparus. Mais les recherches sont vaines. Au premier jour, ils ne trouvent rien. Au deuxième jour, non plus. Les policiers décident d'aller fouiller la maison des Smiths. À ce moment-là, Suzanne et David sont hébergés chez ses parents à elle, chez son beau-père, Beverly, Russell et sa mère Linda. Quant aux policiers, ils sont surchargés. Ils reçoivent des centaines d'informations du public. Un Afro-Américain a cambriolé un dépanneur, le sled y va. Mais ce n'est jamais leur homme. Tout le monde dans la ville dit avoir vu l'inconnu du portrait robot. Mais à chaque fois que le sled se déplace, ce n'est pas l'homme en question. Au 5e jour, il n'y a rien. Le FBI fait passer le test du polygraphe au couple. David s'en sort bien, mais Suzanne échoue. Mais cela n'a pas réellement d'importance au niveau de la loi. Malgré cela, David croit sa femme, et il le dit au public. Le couple présente un front uni. Tous les jours, ce couple apparaît à la télévision, et un jour, elle dira ces mots. « Mes petits, vous devez être forts. Je le sens dans mon cœur, je le sens que vous allez bien. Mais il faut que vous preniez soin l'un de l'autre. » On est au 5e jour, et ce jour-là, quand les recherches s'arrêtent pour la nuit, les enfants sont introuvables. La population de Union County est aux abois. Mais durant leur enquête, les policiers se sont rendus compte que 5 jours avant la disparition des petits, Susan Smith s'est rendue au tribunal et elle a fait une demande de divorce. Elle veut aussi la garde complète de ses enfants. Le couple répondra par le biais des caméras. Suzanne et David ne nieront pas les faits. Le couple n'allait pas bien, mais maintenant ils sont unis plus que jamais. Les deux aiment leur enfant. I want to say to my babies that your mama loves you so much. Il n'y a pas un jour qui passe sans que Susan Smith n'apparaisse à la télévision. Elle implore le public de ne pas baisser les bras et de continuer à chercher ses enfants. Elle a besoin d'eux. Quant au shérif, lui aussi, fait une conférence de presse quotidienne. Et le kidnapping prend de plus en plus d'ampleur au niveau médiatique. Au bout de 5 jours, il est national et au bout d'une semaine, c'est devenu international. Tout le monde veut savoir ce qui est arrivé aux petits Smith. Où sont Michael et Alex? Et c'est le 3 novembre 1994, lors d'une conférence de presse. Susan Smith has been arrested and will be charged with 2 counts of murder in connection with the deaths of her children, Michael 3 and Alexander 14 months. Elle a admis avoir tué Alex et Michael en poussant sa voiture dans un lac avec ses enfants à bord. À la suite d'un interrogatoire intense, Suzanne a admis l'inimaginable. Elle a roulé jusqu'à un lac, le John D. Long Lake. Et quand elle était sur le bord, elle a enlevé le frein à main et a regardé sa voiture dévaler la rampe d'accès jusqu'aux eaux glacées du lac. Les enfants étaient à l'arrière de la voiture, dans leur siège auto, attachés. Ils étaient vivants. Sa confession a été rendue publique. À ce moment-là, je me sentais distraite par mes émotions. Je ne pouvais plus être une bonne mère, et je ne voulais pas que mes enfants grandissent sans mère. Je sentais que je devais mettre fin à nos vies pour protéger mes enfants de la peine et du chagrin. Je voulais tellement mettre fin à mes jours. J'étais dans la voiture, prête à descendre la rampe d'accès. J'ai fait une partie du chemin, mais à un moment donné, je me suis arrêtée. Puis j'ai avancé à nouveau, et j'ai stoppé. Je me suis tenue debout, à côté de la voiture. J'étais une épave, très nerveuse. J'étais au plus bas, quand j'ai accepté de laisser mes enfants dévaler la rampe d'accès jusqu'à l'eau, sans moi. Après, Suzanne dit qu'elle a couru dans tous les sens et qu'elle criait « Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Pourquoi as-tu laissé ça se produire ?» Et puis elle pleurait, et d'un coup elle s'est immobilisée. Elle a regardé vers la voiture, elle s'est dit qu'elle voulait arrêter tout ça, qu'elle voulait faire marche arrière. Mais c'était trop tard. Ensuite, elle fait des excuses à ses enfants et elle dit qu'elle prie pour eux. Cette nuit-là,
la police et le shérif se sont rendus sur les lieux indiqués par Suzanne. Et ils ont retrouvé la voiture, à 40 mètres de la berge. Les enfants sont toujours attachés à leur siège auto quand la voiture est tractée vers la berge. Ils seront toujours dedans quand la voiture sera conduite dans les quartiers de la police. La population d'Union County se sent trahie. Et surtout la communauté afro-américaine. Le leader dira que si une personne de sa communauté avait été suspectée, il aurait été pendu sur le champ. Suzanne a joué avec le feu et elle s'est servie du racisme ambiant pour accréditer son histoire. Suzanne, à ce moment-là, devient la personne la plus détestée aux États-Unis. Et alors qu'elle est amenée pour son audience d'arrestation, David Smith, lui, se rend à l'enterrement de ses enfants. Il suit le cercueil en pleurs. Il n'y a qu'un cercueil. Les deux petits sont dans le même cercueil, ensemble, à jamais. David est seul au milieu de cette foule immense d'inconnus qui sont venus le soutenir. Il est avec ses parents. Son père le soutient. À partir de ce moment-là, David Smith se perdra. Les policiers diront qu'ils ont eu des suspicions sur Suzanne Smith dès le premier jour, à cause de l'histoire de l'intersection, du feu rouge. Aux États-Unis, quand on arrive au feu rouge et qu'on veut tourner à droite, ce qui est le cas pour Suzanne, on ne s'arrête pas, on tourne s'il n'y a personne. Et Suzanne dit qu'à ce moment-là, elle était seule. Tous les policiers se sont demandé pourquoi elle s'était arrêtée, pourquoi elle avait attendu le feu vert. Ils ont su très rapidement aussi qu'elle n'était jamais allée au Walmart. Et la troisième chose, c'est que Mitch Sinclair, qu'elle devait aller voir pour présenter ses enfants, n'était pas au courant. Il n'était même pas là. Il n'était pas dans l'état. Et durant le test du polygraphe, à la question « Est-ce que vous savez où sont vos enfants ?», Suzanne Smith a échoué. Le détective qui l'a questionné, le dernier, avant qu'elle n'avoue, dit qu'il lui a expliqué qu'il savait qu'elle ne pouvait pas être à cette intersection à ce moment-là, que ce devait être ailleurs. Il a dit à Suzanne de rentrer chez elle, de passer une bonne nuit et le matin d'écrire sa confession. Il se revoit demain. Et le lendemain, alors qu'elle se rend au poste de police, elle sait que c'est la dernière fois qu'elle voit la lumière du jour. Smith est inculpé pour 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Et de suite, ses parents embauchent une équipe d'avocats superstars. C'est l'avocate Judy Clark, qui plus tard défendra Luna Bomber, Ted Kaczynski. Et il y a aussi David Bruck, qui est un spécialiste des personnes qui risquent la peine capitale, parce que le jeune procureur Tony Pope a décidé qu'il demandait la peine capitale. Et en juillet 1995, le procès commence. Suzanne Smith n'a que 24 ans. On est à peine 1 an après les faits. Son avocat a demandé à ce que le procès ne soit pas public, parce qu'en même temps, de l'autre côté des États-Unis, en Californie, il y a le procès de O.J. Simpson, qui lui est très médiatisé. Et l'avocat de Suzanne Smith ne veut pas la même attention. Il ne veut pas avoir toutes les caméras tournées vers lui. L'avocate de la défense commence en expliquant sa stratégie. Pour elle, Suzanne Smith était confuse à ce moment-là, désorientée. Elle souffrait d'une sévère dépression. Elle dira que ce n'est pas une affaire à propos d'un monstre. C'est une affaire qui parle de désespoir et de tristesse. Donc la stratégie de la défense soutient l'idée que Suzanne a roulé près du lac pour se tuer et tuer ses enfants, mais que son corps seul est sorti de la voiture. Suzanne Smith ne se rappelle pas de ce moment-là. Elle ne se rappelle pas être sortie de la voiture. Elle n'était pas en possession de tous ses moyens. Il plaide donc l'incapacité mentale. Quant au procureur Tony Pope, il explique au jury que Suzanne Smith a tué ses enfants pour commencer une nouvelle vie avec son petit ami, Tom Findlay. Et dès le début du procès, la vie de Suzanne Smith est mise en lumière. Et c'est Judy Clark, l'avocate de la défense, qui raconte sa vie. Suzanne Smith, née Vaughan, est née en 1971 dans la ville de Union County. Elle est la plus jeune des 3 enfants. Un de ses frères assistera au procès. Elle est la seule fille aussi de Harry et Linda Vaughan. Alors qu'elle a 6 ans,
Ses parents divorcent. Et donc son père part, quitte le foyer. Mais 5 semaines après, il mettra fin à ses jours. Sa mère, Linda, dira que ça a été un traumatisme pour Suzanne. Elle s'est enfermée dans sa chambre pendant plusieurs mois. Elle ne voulait plus voir personne. Elle ne rigolait plus. Elle ne s'amusait plus. Quelques années après, Linda Vaughan se remarie avec un certain Beverly Russell. Et toute la famille emménage chez lui. Durant son adolescence, on sait grâce à sa mère que Suzanne a essayé de mettre fin à sa vie alors qu'elle avait 13 ans. Et dès qu'elle a l'âge de 15 ans, son beau-père, Beverly Russell, commence à abuser d'elle. Et elle le dira à l'école, au conseiller d'orientation. Les services sociaux vont venir chez les Russell et ils demanderont à ce qu'ils partent de la maison. Ce qu'il fera. Et au bout de quelques mois, après avoir vu des conseillers et un psychothérapeute familial, Russell est autorisé à rentrer chez lui. On est en 1988. Suzanne vient d'avoir 17 ans. Mais une année plus tard, Suzanne se confie à son conseiller d'orientation. Elle dit que les abus ont recommencé. Les services sociaux reviennent chez eux. Et cette fois-là, Suzanne décide de ne rien raconter. Et je ne sais pas s'il y a eu une enquête ou pas, mais Russell ne sera pas inquiété. Durant cette période, Suzanne travaille aussi dans l'épicerie de Union County. Elle est caissière. On sait qu'elle est active sexuellement. Elle est avec un homme de 50 ans, qui est donc beaucoup plus âgé qu'elle. Il est marié aussi. En même temps, elle a une autre relation avec un employé, qui lui a le même âge qu'elle. Et au bout de quelques semaines, quand l'homme marié décide de mettre fin à cette relation, Suzanne essaiera de sauter la vie, avec de l'aspirine et du Doliprane, du Tylenol. Elle a 18 ans. Pourtant, à cette époque-là, Suzanne est très appréciée. Tout le monde dit qu'elle est extravertie, volontaire. Personne ne peut dire qu'à ce moment-là, elle était dépressive, triste. Mais tous disent la même chose. Elle était extrêmement stressée. Suzanne continue pendant des années à travailler dans cette épicerie et elle a beaucoup de relations avec plusieurs hommes différents. À l'âge de 20 ans, elle rencontre David Smith qui vient d'arriver comme employé à l'épicerie. Il est en couple, il s'est même fiancé. Mais quand il rencontre Suzanne, il abandonne sa fiancée pour se mettre en couple avec elle. Et quelques mois après, Suzanne Smith tombe enceinte. Ils doivent se marier, ils n'ont pas vraiment le choix. Mais dès le début, le couple a de gros problèmes. Et début 1992, Suzanne accouche du petit Michael qui est en bonne santé. Pas le couple par contre, parce qu'il décide de suite de faire une pause. En 92, Suzanne Smith traîne avec un ancien petit ami et a des relations avec lui. Elle tombe enceinte. En décembre 92, elle décide de se réconcilier avec David Smith. La mère de Suzanne Smith donne de l'argent pour qu'il puisse s'acheter une petite maison pour toute la famille. Mais cela ne réglera aucun problème. Et en juin 1993, c'est au tour de David Smith d'avoir une relation extra-conjugale. Mais de suite après, il lui dit. Et les deux décident de faire une pause, à nouveau. La pause ne durera que 3 semaines. Quand elle accouche du petit Alex, ils décident de se remettre ensemble. David Smith expliquera lors du procès que dès 1992, Suzanne était devenue froide, distante. Il n'était pas fier d'aller voir ailleurs, mais le couple ne marchait pas. Et en septembre 1993, quelques semaines après avoir accouché, Suzanne démissionne de l'épicerie. Elle a trouvé un autre travail, dans une société qui s'appelle Corso. Elle est engagée comme comptable, mais très rapidement, elle devient secrétaire exclusive du président. Les rumeurs diront que c'est parce qu'elle était avec le fils du président, Tom Findlay. Mais en fait, il se trouve qu'elle était aussi avec le père. Et au printemps 1994, Suzanne dit à David qu'elle veut se séparer. Elle ne veut plus être avec lui. Elle a trouvé un nouveau petit copain. Et bien sûr, elle reste vivre à la maison. Donc ce petit copain, c'est Tom Findlay. Mais en octobre 1994, Tom Findlay met fin à cette relation. Pour lui, c'était juste sexuel. Il voulait s'amuser. Mais pour elle, c'était sérieux. Alors il lui a expliqué. Il ne veut pas d'enfants. Et surtout, il n'est pas prêt à élever les enfants des autres. Il écrira tout cela dans une lettre. Et cette lettre sera retrouvée dans la voiture de Suzanne. Dans la voiture
qui était au fond de l'eau. Tom Findlay sera interrogé par le procureur, à la barre, et il dira que malgré tout, même s'il a mis fin à cette relation, il appréciait énormément Suzanne. Il la trouvait très gentille, généreuse, pétillante. Mais comme il l'avait prévenu, il ne voulait pas d'enfant. Et surtout, il ne voulait pas qu'elle divorce pour lui. C'est pour ça qu'il a mis fin à cette relation. Ça allait trop loin. Ensuite, c'est au tour des policiers de venir à la barre et de montrer la reconstitution qu'ils ont faite. Ici, dans ce procès, on n'a pas vraiment besoin de prouver que c'est elle qui a tué ses enfants. Elle l'a admis. Mais malgré tout, le jury verra que la voiture a coulé dans les eaux du lac John D. Long Lake. Et le détective pointe un fait crucial. Pour que la voiture disparaisse complètement, cela prend plus de 6 minutes. Quand Suzanne a dit qu'il était trop tard, elle pouvait toujours rentrer dans l'eau et essayer de sauver ses enfants. Elle a eu 6 minutes. 6 minutes, c'est long. En plus, ses enfants pleuraient et criaient dans la voiture. C'est ce qu'elle dira. Un des plongeurs viendra à la barre et il dira que la première chose qu'il a vue, éclairée par sa flashlight, c'est la main d'un enfant contre la vitre de la voiture. Le jury est bouleversé. Ensuite, c'est au tour du psychiatre. L'expert psychiatrique de l'État a diagnostiqué Suzanne avec un trouble narcissique et des traits histrioniques. Ce type de personnalité sont des personnes souvent très charmantes, marrantes, mais les relations avec les autres sont généralement superficielles. Surtout, ce qui compte pour elle, c'est d'être au centre de l'attention. Et quand cela ne suffit pas, alors elle se trouve dans la position de victime. Et donc commence à ce moment-là de la manipulation. Et pour finir, Tommy Pope explique aux jurés que Suzanne Smith a mis fin à la vie de ses enfants pour ne plus avoir d'obstacles dans sa relation avec Tom Findlay. Elle pouvait être libre. Elle pouvait recommencer sa vie à zéro. Le procureur insiste sur le fait qu'elle n'a aucun remords, qu'elle n'a jamais versé de larmes pour ses enfants. Quand la défense prend la main, il se focalise essentiellement sur l'état mental de Suzanne lors de la commission du drame. Elle ne viendra pas témoigner. Par contre, son beau-père, Russell Beverly, lui viendra. Et il admet que depuis l'âge de 15 ans, il abuse sa belle-fille. Et il explique que cette relation sexuelle a continué jusqu'à quelques semaines avant les meurtres de Alex et Michael. Il implore les jurés de la garder en vie, de ne pas prendre la peine capitale. Elle a assez souffert. Ensuite, c'est au tour du psychiatre qui a suivi Suzanne de venir à la barre. Et lui, il a un diagnostic de trouble de la personnalité dépendante, accentué par une dépression majeure. Et par-dessus tout, elle a des problèmes d'addiction. À cette période de sa vie, Suzanne buvait beaucoup d'alcool. Le trouble de la personnalité dépendante, c'est la peur constante de perdre le soutien. Pas vraiment la personne qu'on aime, non, la personne qui est toujours avec nous, qui s'occupe de vous. Quand on a ce trouble, on ne peut pas être seul, jamais. Et on souffre d'une préoccupation permanente et irréaliste d'être abandonné. Pour ses avocats, ce jour-là, Suzanne a été prise dans l'engrenage d'une tristesse infinie et elle a voulu épargner ses enfants d'une vie douloureuse. Dans son esprit malade, elle ne se rendait pas compte à quel point cette pensée était abominable. Il demande la clémence pour Suzanne Smith. Elle a déjà assez souffert. Les jurés partent délibérer. Les 8 Afro-Américains et les 4 hommes blancs mettront 2h30 pour arriver à une conclusion. Suzanne Smith est reconnue coupable du meurtre au premier degré sur ses 2 enfants. Le jury doit ensuite définir la sentence. Ils ont le choix entre prison à vie ou alors la peine de mort. Le procureur plaide passionnément la peine de mort, mais le jury ne le suit pas. Et ils vont vers la prison à vie, soit 60 ans. Elle a 2 peines, mais elle peut les faire en concomitance, c'est-à-dire en même temps. Un des jurés dira « Je souhaite que Suzanne reste en prison toute sa vie pour qu'elle puisse penser à l'acte égoïste qu'elle a commis. » Mais ce que ne savait pas ce juré en 1994, c'est que si tout se passe bien en prison, elle peut sortir à mi-peine. Enfin, elle peut faire la demande. Elle peut sortir au bout de 30 ans, soit en 2024.
exactement le 21 novembre. Et bien sûr, elle a fait sa demande. Mais pendant 30 ans, la vie en prison pour Suzanne n'a pas été aussi calme et tranquille. Surtout de 1994 à 2015. Elle aura été arrêtée 3 fois en possession de substances illégales, de la marijuana et de l'alcool. Pour cela, elle a reçu des blâmes, c'est-à-dire ne pas pouvoir utiliser son téléphone pendant 1 semaine ou ne pas avoir de choix à la cantine. Elle s'est mutilée aussi en 2013. Mais surtout, Suzanne a du mal à rester seule. En 2001, elle est surprise en train d'avoir des rapports sexuels avec un gardien de prison. Elle sera sanctionnée et lui, il sera mis à la porte. Il devra faire 3 mois de prison. Mais ça ne l'arrête pas, elle continue toujours. Et en 2010, pareil. Elle est surprise encore une fois en train d'avoir des rapports sexuels avec un autre gardien de prison. Et lui, Alfred Rove, est un père de famille. Cela fait 30 ans qu'il est dans cette prison. Il n'a jamais eu aucun blâme de sa vie. Il n'a jamais dérogé à la loi. Et pourtant, il va se faire avoir. Et ça, c'est lui qui le dit. Parce qu'il va faire une plainte. Il dit qu'il a été séduit. Bien sûr, il sera quand même renvoyé et il aura 3 mois de prison avec 5 mois de probation. Mais le directeur de prison regardera quand même les caméras de vidéosurveillance et il remarque que Suzanne attend tous les jours Alfred Rove. Elle attend qu'il arrive au travail. Et quand il est là, elle lui saute dessus, elle le touche partout. Elle lui dit qu'elle est seule, qu'elle est malheureuse. Et petit à petit, il va succomber à ses charmes. Mais entre nous, je tiens à vous dire quand même que quand on est gardien de prison, des Suzanne Smith, il y en a un paquet. Les gens qui sont en prison sont là parce qu'ils ont enfreint la loi et souvent ils l'ont fait en manipulant les autres. Ce sont les as de la manipulation. Suzanne Smith n'est pas une sorcière, elle n'a pas de pouvoirs spéciaux. Et les gardiens de prison doivent se méfier de ce genre de personnes autant que d'une brute épaisse. Et je me dis que si Suzanne a réussi à manipuler des gardiens de prison pour des rapports sexuels, elle aurait pu continuer et les manipuler pour autre chose, quelque chose de bien plus grave. À partir de 2015, elle se tient à carreau, elle rentre dans la religion. En août 2024, 3 mois avant de faire sa demande de libération, elle est surprise en train de parler avec un réalisateur. Elle voudrait avoir les droits d'auteur sur un film à son sujet. Et aux États-Unis, comme je pense partout ailleurs, il est interdit de se faire de l'argent sur un crime qu'on aurait commis. Donc là encore, elle va être sanctionnée. Alors, elle appellera son ex-mari, David Smith. David Smith, après la mort de ses enfants, a vécu le tourment, l'enfer. Il s'est perdu. Il a mis des années à remonter la pente. Maintenant, il est marié avec Tiffany. Ils ont 2 enfants ensemble. Il se raccroche à la religion de toutes ses forces pour ne pas se perdre à nouveau. Et le plus grand malheur pour David, c'est qu'il dit qu'il ne se rappelle plus de ses enfants. Son psychiatre lui a expliqué que c'était une façon de se protéger. Sa vie simple et tranquille avec Tiffany ne tient qu'à un fil, et il sait qu'à tout moment, il pourrait replonger dans ses vieux démons. Sans doute que l'appel de Suzanne pour faire un film n'a pas dû arranger les choses, mais il acceptera les interviews télé, où il dit qu'il ne veut pas qu'elle sorte. Il va aller aussi à l'audience pour sa libération, et il va dire ce qu'il pense. Elle mérite de vivre en prison toute sa vie. Mais Suzanne n'est pas d'accord avec ça. Elle dira « J'ai fait mon temps, maintenant je veux sortir ». Et le 21 novembre, quand elle s'est rendue à son audience de libération, elle a pris la parole. Du moins, elle a essayé. Elle est arrivée, puis elle s'est mise à pleurer, 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 comme si ses enfants étaient morts hier. And I love Michael and Alice with all my heart. Elle dira « Je sais que ce que j'ai fait est horrible ». Elle est désolée pour les crimes qu'elle a commis. Elle est même désolée pour les petits délits qu'elle a commis en prison. Et elle dira que ces petits délits, c'est par stupidité. En fait, elle est désolée pour tout. Suzanne annonce alors qu'elle est chrétienne et qu'une grande part de sa vie est tournée vers Dieu. Et elle sait qu'il lui a pardonné. Et elle espère que les juges auront pitié d'elle et aussi qu'ils lui pardonneront. En fait, elle essaie de faire une comparaison entre Dieu et les juges. S'ils veulent se mettre à la même hauteur que Dieu, il faudrait qu'ils la laissent sortir.
Le plaidoyer de Suzanne n'a ému personne. Et les juges ne la laisseront pas sortir. Déjà, il est rare de sortir pour la première demande. C'est 5% des cas. Mais Suzanne n'a rien fait en prison. Elle n'a pas fait d'études, elle n'a rien construit. La seule chose qu'elle a fait pendant 30 ans, ça a été de répondre à ses admirateurs. Il y a 6 hommes qui l'attendent à sa sortie. Ils sont tous au courant qu'ils ne sont pas seuls. Mais c'est pas grave. Pour Suzanne, on ne compte pas. Je ne pense pas que Suzanne sortira avant les 10 prochaines années. Déjà, elle ne peut demander que tous les 2 ans. Et Suzanne n'a même pas pleuré comme ça pour ses enfants. Donc voilà, c'était la triste histoire de Alex et Michael, qui ont été oubliés par leur père à cause du choc. Et pour leur mère, c'est du passé. N'en parlons plus. Et voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si cette histoire est affreusement triste. Je voulais dire un petit merci à tous ceux qui ont vu la première version de cette vidéo, et je m'excuse. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas pourquoi ça s'est arrêté au bout de 24 minutes. Je voulais vous rendre justice, et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager beaucoup d'amour dans la journée. À plus tard. David, Daniel.